juste un certain nombre de choses du coup à écouter tout le monde, qui me fait du coup un peu réfléchir. Alors déjà, je suis plutôt, didacticien des mathématiques et j'ai une approche historique, de l'enseignement des mathématiques, de l'enseignement professionnel parce que j'étais prof de lycée pro, auparavant. Je me posais mes questions, moi, de mes figures inspirantes et j'ai pas proposé de communication parce que je sais pas très bien qui m'inspire. Peut-être mes élèves, à écouter Yves, Reuter, du coup, je me suis dit: «Tiens, s'il y a des enseignants, c'est peut-être mes élèves qui m'ont amené ici et qui me font travailler aussi un peu tous les jours», les anciens élèves que j'ai eus, sur un certain nombre de points. Mais du coup, voilà, je me posais la question à écouter tout le monde, à chaque fois, on parle toujours, d'une sorte de retour du coup au texte fondateur, du moins au texte des figures inspirantes, que du coup chaque chercheur va aller voir et chaque chercheur va aller lire. Heu, pour moi qui du coup fait un peu d'histoire, mais bon, il y a monsieur Jacquet-Francillon ici, donc il est sans doute plus calé que moi sur le sujet. Il y a toujours un risque, à un moment ou à un autre, c'est du coup de, confondre un travail de première main et un travail de seconde main. C'est-à-dire finalement, ça serait s'inspirer de travaux qui eux-mêmes s'inspirent d'une figure inspirante. Et du coup, je me demande, parce qu'on trouve ça des fois dans le domaine de la didactique, où il y a des premiers travaux des didacticiens dans les années 70, début des années 80 qui sont là, où on arrive à trouver des fois dans des articles ou dans des recherches des coups de chapeau théoriques en citant tel ou tel auteur, c'est-à-dire qu'en se référant à une pensée ou à tel ou tel auteur, sans pour autant être allé lire, ni être allé voir finalement ce qui était à la racine. Ce qui me fait rebondir du coup sur comment dire, l'idée de ce que pouvait dire Yves ou la dernière intervention sur le, cette idée finalement d'une sorte de réduction de la pensée ou de manque de référencement. C'est-à-dire qu'on va utiliser une référence pour une référence sans pour autant revenir à ce qu'elle signifie réellement. Et voilà, je m'interrogeais là-dessus parce qu'Yves en parlait, et je pense que mais tout le monde était là-dessus parce que l'intervention sur Comenius était bien là. On voit bien là la lente construction de la pensée. D'où vient du coup l'inspiration et peut-être qu'on peut voir du coup qui nous inspirait sur la fin, enfin quand on revient, peut-être à l'occasion d'une HDR ou peu importe, mais quand on revient sur un certain nombre de choses. Et je me posais la question parfois dans un peu des fois la frénésie de publication ou la frénésie du temps que l'on a parfois à l'heure actuelle. Est-ce que cette lente construction de la pensée est toujours là? Et est-ce que finalement, comme le disait Sébastien Peix en disant voilà, c'est des fois difficile de pouvoir aller se déplacer pour lire Peirce si finalement on ne tombe pas des fois dans une certaine forme de facilité à faire référence à des gens qui se sont inspirés d'eux et qui finalement donnent à lire des choses, mais on se croit, dirons-nous, inspiré, sans pour autant revenir au texte fondateur. Ce qui pose du coup des questions au niveau de l'enseignement que l'on peut proposer notamment à l'université, sur la difficulté de confronter les étudiants à ces textes fondateurs pour que peut-être eux-mêmes soient inspirés, ou des textes qui sont déjà, disons, de seconde main, à partir duquel il est plus difficile de pouvoir construire quelque chose. Merci Voilà du coup Xavier. ce que ça me donne sur ce que j'ai pu entendre, mais voilà, je me pose vraiment la question des fois du coup de chapeau théorique que l'on peut avoir. Qui est-ce qui veut rebondir, intervenir Ouais. Oui, Christine. Oui, donc j'apprécie beaucoup cette intervention parce que c'était exactement en fait le propos comment dire, de ma communication là, que j'ai pas pu faire plus court et plus simple, parce que je voulais entrer quand même un tout petit peu dans les détails. C'est justement le sort de Comenius, qui est repris, on va dire, pour dire un peu de manière vulgaire ou familière, à toutes les sauces. Hein. Et cet effort m'a été intéressant. Il faut dire aussi qu'à cette époque, j'ai été très, très intéressée justement par tout ce qui était la pédagogie protestante, en fait, justement tous ces mouvements nés en fait d'une dissidence, en tout cas avec le catholicisme, et qui avait quand même une vision du monde et de l'être qui était un petit peu différent, et toute l'histoire
l'élève au centre de l'école et de son enseignement, toute la Bildung, etc., ne serait pas pensable sans justement ce contexte protestant. Et c'est exactement ça, c'est ce que j'ai noté, ce que disait sans aller voir à la racine, c'est-à-dire utiliser une référence pour une référence. Et quelque part pour moi, bon, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, c'est dangereux. Parce qu'en fait, on est vraiment là, c'est Edgar Morin hein, qui le dit, c'est à chaque fois un écosystème en fait. Une référence renvoie à un écosystème, à une organisation. Et nous, on rencontre cette référence dans un écosystème et on est nous-mêmes dans un écosystème. Donc, on s'approprie quelque chose parce que ça nous convient, ça devient un outil, etc., etc. Mais ne pas connaître, faire abstraction de l'écosystème, du contexte, ça c'est de l'herméneutique, hein, me semble à mon avis dangereux. Et ce n'est pas contradictoire avec prendre une référence, en fait. Simplement, on sait un peu d'où elle vient. Tout à l'heure, quand il y avait la discussion, là aussi, que j'ai beaucoup apprécié, comment c'était, donc, je veux dire ma façon, une pensée du présent en ancrant dans le passé, c'est toute la méthode régressive-progressive de Lefebvre que l'on retrouve là. Hein, qui est tout à fait politique et dynamique. Hein. C'est voilà, c'est une manière de répondre. Voilà. Et le temps de la réflexion, oui, se déplacer. Moi, il a fallu que je me redéplace dans Comenius. J'ai eu envie, à l'invitation de Rémi, j'ai eu envie de le reprendre, ce pédagogue qui, à l'époque, c'était une passion dingue que j'avais. Je veux dire qu'elle est elle est un petit peu calme maintenant, ma passion, mais tout aussi intéressant, justement. Hein. Et ce serait intéressant de mettre finalement en lumière tous ces mouvements, toutes ces notions, tous ces concepts, etc., avec justement l'écosystème dans lequel Comenius prend la parole et pense ces choses. Et ce ne serait pas du tout, comment dire, à mon avis, ça tuerait rien de ce qui s'est fait, hein, du dynamisme aussi de tous ces mouvements. Voilà. Merci. Alors, il y a Camille qui a demandé la parole, puis Sébastien. Oui, merci. Et Christelle. Merci beaucoup, Rémi. Moi, je souhaitais rebondir sur une chose que Sébastien a pu dire tout à l'heure et puis qui m'avait déjà attiré l'oreille une fois où je l'avais entendu le dire par ailleurs, c'est-à-dire de l'intérêt de travailler sur un auteur dont les collected papers ne citent que quelques références à la notion d'éducation. Et moi, ça, c'est quelque chose qui fait vraiment sens pour moi, qui m'intéresse beaucoup et qui, à mon sens, j'en parlerai un petit peu cet après-midi, fait tout le sens de parler de figures inspirantes pour l'éducation. Dans ce pour, il y a l'idée qu'on ne va pas avoir à se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment un penseur de l'éducation, celui-là? Et ça a fait écho, puisqu'on est sur les sources d'inspiration. Ce que Sébastien a dit, ça me fait penser à ce qu'Alain Kerland disait dans un petit livre, Philosophie pour l'éducation, justement. Il disait d'une certaine manière que les auteurs soient eux-mêmes philosophes de l'éducation ou non, il y a des demandes, des besoins d'intelligibilité, d'orientation dans la pensée, dans la pratique. Et donc, la philosophie est requise, en fait, suite à ces demandes et à ces besoins. Et donc, on peut parler de philosophie pour l'éducation, même si les auteurs ne sont pas même des auteurs qu'on mettrait dans une bibliothèque de philosophie de l'éducation. Et j'ai trouvé vraiment que ce qu'a dit Sébastien donne vraiment sens au pour l'éducation qu'on lit au-dessus de ta tête, Rémi, depuis tout à l'heure avec l'encart. J'ai presque une auréole. Sébastien, Christelle, puis Xavier, et ensuite on ira manger. Bon, alors non, mais très vite, juste, oui, je réagis d'abord sur la question des sources secondes. Juste, je partage une anecdote sans grand intérêt, mais il y a quelques années, dans le cadre de l'écriture d'un texte, alors un peu spécialisé pour une encyclopédie sur Peirce, je me rends compte en lisant la commande des éditeurs que les auteurs de seconde source, de seconde main ou les sources secondaires, voilà, je vais y arriver, excusez-moi, étaient interdites. Il était demandé de ne citer aucune source secondaire, ce que j'avais trouvé
sur le coup, à la fois frustrant et presque idiot. Mais effectivement, on se rend bien compte dans certaines situations, certains contextes, et je pense à ce que disait Michel sur la formation des enseignants, des risques que font courir effectivement des raccourcis et des risques que font courir que fait courir le fait de ne pas retourner à ce temps long du compagnonnage avec l'auteur. On voit bien comme des figures inspirantes parmi les auteurs, parmi les grandes figures de l'histoire de la pensée, mais parmi aussi les pédagogues contemporains ou quasi contemporains, amène à des raccourcis, ça devient des étendards pour des idées qui sont plus des idées, mais des slogans. Et il y a effectivement parfois ce risque de ne pas penser avec des auteurs que pourtant on aimerait aller mobiliser avec, par exemple, des étudiants, précisément pour cette seule raison. Et puis peut-être une deuxième remarque qui n'est pas tout à fait une réaction, une réponse à une question. C'est vrai que l'exercice nous incite à aller chercher un peu loin dans le temps et puis à aller chercher des grandes figures. En fait, on ne fait pas que ça. On a été chercher, certains des collègues qui ont parlé ce matin ont été chercher les enseignants. On a évoqué tout à l'heure, je crois qu'on l'a fait, Pierre, tu l'as fait ou c'est toi qui as motivé cette discussion, aller chercher des gens qui nous sont proches. Anne Sylvestre, on a parlé de potentiellement nos élèves. Donc on ne fait pas que ça. Et c'est vrai que c'est important de se dire que autant pour nous que pour les gens qu'on accompagne, je reprends le terme que tu relevais tout à l'heure, Rémi, par exemple pour nos étudiants ou stagiaires en formation, on opère et ils opèrent autant de déplacements, de transformations radicales avec des auteurs qui ne sont pas nécessairement des grandes figures, des auteurs emblématiques, mais on fait tous cette expérience et heureusement, c'est bien pour ça qu'on fait de la recherche et que les collègues en font, de lire un article qui est paru il y a 3 mois et puis là d'avoir une révélation et de réembrayer sur une réflexion. Et c'est vrai que c'est important de se redire qu'on pense et on pense beaucoup avec tout un tas d'auteurs ou de figures modestes qui deviennent pour chacun ou chacune d'entre nous potentiellement des sources d'inspiration puissantes. Merci. Christelle? Alors, moi, en fait, ça m'a fait penser cette discussion sur les sources. Ça m'a fait penser à Rancière aussi, et qui, pour qui, ben voilà, on se confronte à l'auteur, à un auteur qui a mis dans un livre quelque chose, son intelligence, et puis le lecteur s'y confronte, et alors l'enseignant, l'explicateur entre les deux, en fait, il fait que de l'abrutissement, de l'explication, et qu'il y a cette rencontre, un peu comme aussi le disait au sujet de Comenius, j'ai plus votre nom en tête, excusez-moi, je ne connais que vous, mais j'ai plus votre nom en tête. En tout cas, Christine, j'allais dire Christiane, j'avais vu c'est Christine, pardon. Christine, c'est qu'il y a ce monde, il y a l'auteur du monde et les lecteurs du monde, et puis le monde qui est là. Et avec Rancière, moi j'ai un peu ça résonne de cette façon-là, le livre qui serait là, un auteur qui a mis son intelligence et puis une intelligence égale qui va aller à la rencontre. Et donc, pour moi, ça fait beaucoup sens d'aller aux sources et de ressentir aussi ce souffle de l'auteur du monde, de l'auteur du livre. Puis en même temps, j'entends ce que dit Rémi et ça me parle aussi sur ses pas de côté. Et je me dis, ce retour aux sources, tout le monde n'en est pas capable. Si je voulais lire quelque chose dont la source est chinoise, japonaise, j'ai terriblement besoin de ces mauvais traducteurs parce qu'ils ne sont pas tous bons. Et je peux être inspirée par une traduction qui sera foireuse. Et puis cette inspiration produira quelque chose qui est vrai. Tout ça est très, très compliqué. Comment ne pas rendre moins accessible des pensées dans des langues plus rares sans, voilà, si on est dans cette idée qu'il faut aller au texte. Donc, je suis très, très partagée. Et je me dis, voilà, quand on est aussi dans quelquefois ces emprunts sauvages, on ne sait pas trop si, comme disait Camille tout à l'heure, bon, voilà, il y a une citation, bon, on la prend, on ne la met pas dans le contexte. Il peut y avoir de la mauvaise intention, du plagiat, de la tricherie, de la paresse. Et puis, quelquefois, il y a aussi une fulgurance qui est là dans la rencontre peut-être maladroite entre un être et puis une phrase qui a peut-être été pensée dans un autre contexte. Et je ne sais pas trop quoi faire de cela. Peut-être garder l'honnêteté de dire là, ce n'est pas ce qu'a pensé cette personne, mais
en le lisant, voilà ce qui se produit et suivez-moi si vous voulez me suivre. Et si à un moment, en allant lire la source, l'autre dit tout à fait autre chose, mais on se retrouvera tout à l'heure, on se retrouvera comme l'était Michel Favre avec ces deux figures. Et finalement, au lieu d'avoir un géant, un nain, ben on a peut-être deux géants ou deux nains. Et puis finalement, dans cette erreur d'emprunt, dans cette sauvagerie du plagiat qui n'en est peut-être pas un, il y a finalement un espace qui se crée et que trouvera celui ou celle qui voudra aller plus loin. Enfin, voilà, je suis un petit peu tiraillée par ça et je voulais vous partager. Merci Christelle, sans compter que, comme chez Gulliver, même le nain était un géant.